Si on parle de marketplace, en tout cas, on se définit comme une marketplace qui est beaucoup plus verticale. Alors bonjour à tous les auditeurs du podcast des experts marketplace. Aujourd'hui, on enregistre un nouvel épisode et on est très heureux d'accueillir Jérôme Muffat. Alors Jérôme Muffat est le CEO et le fondateur de Renovation Man. Donc Renovation Man, c'était une aventure lancée en 2017 et Jérôme va nous en parler, mais Renovation Man accompagne les particuliers dans la concrétisation de leur projet de rénovation à travers une plateforme digitale qui est innovante et aussi un réseau d'experts et d'artisans sur le terrain. Voilà, donc bonjour Jérôme. Bonjour Alexandre. Alors merci de te prêter au jeu de l'interview du podcast des experts marketplace. Je te propose qu'on reprenne le fil rouge qu'on reprend maintenant depuis l'origine de ce podcast. On va s'intéresser à la proposition de valeur, au modèle économique de Renovation Man. On va ensuite faire un petit focus sur donc vos artisans, les artisans que vous proposez, que vous mettez en avant donc sur Renovation Man. On parlera effectivement des clients qui peuvent bénéficier du service Renovation Man. Et puis, on est toujours intéressé par le sujet transaction, paiement, etc. Donc, on finira là-dessus. Voilà. Si ça te va, on peut commencer. C'est parfait. C'est parfait. Très bien. Alors, Jérôme, ce que je te propose pour entrer dans le sujet, c'est que tu nous définisses, c'est toujours l'exercice un peu de l'élévateur pitch, là, mais en quelques mots, la proposition de valeur de Renovation Man. Renovation Man, c'est un service qu'on a créé donc avec mon associé Benoît en 2017 qui part d'un constat simple, c'est l'insatisfaction systémique qu'on a sur ce marché des travaux de rénovation. On considère que plus de la moitié des particuliers sont insatisfaits de leurs travaux de rénovation. Et ça vient sans doute largement du fait que ceux qui font les travaux, les artisans, qui sont très très nombreux en France, puisqu'il y en a quasiment 600 000, font un métier qui est extrêmement difficile. Et donc, on a décidé d'accompagner à la fois les clients et les artisans pour résoudre ces problématiques d'insatisfaction qu'on a dans la réalisation des travaux. On l'a fait avec une idée qui est notre fil rouge depuis le départ, c'est qu'on combine à la fois du digital en développant des outils digitaux qui vont nous permettre de simplifier, de fluidifier, de sécuriser la manière dont se passe un projet de rénovation. Et puis, on combine ça avec de l'humain, parce qu'on considère que sur ce marché qui est même très local, il y a un besoin d'humain très important. Et on met sur le terrain, en fait, un réseau d'experts travaux qui vont sélectionner les meilleurs artisans et qui vont être en capacité d'intervenir chez les clients. Mais en un mot, pour venir à la première question, on fait de l'accompagnement de bout en bout pour apporter de la sérénité aux particuliers sur leurs travaux. Alors, je pense que ça va parler à beaucoup de nos auditeurs qui ont récemment fait des travaux. Je crois que ça leur donnera envie, s'ils en refont, d'aller chez Renovation Man. Ils vont regretter de ne pas vous avoir connu. Tu as employé un mot qui est intéressant, qui est le mot sélection, notamment des artisans à travers ton réseau d'experts. Et c'est quand on a préparé le podcast, effectivement, tu m'as dit, avec aussi ton responsable marketing, vous aimiez pas trop le mot de marketplace, parce que marketplace, ça fait penser à un monde très ouvert, etc. Vous êtes vraiment sur, tout le monde ne rentre pas sur la plateforme. Il y a un gros travail de sélection. Absolument, ouais. Alors c'est sûr, on est à la fois une marketplace parce qu'on réunit une offre et une demande, mais à la fois, on n'aime pas trop le terme parce que on n'est pas une plateforme ouverte côté artisan. On s'adresse pour le coup à tout type de particulier qui veut faire des travaux de rénovation. Mais côté artisan, on s'adresse pas du tout aux 600 000 artisans en France. On est là pour être très sélectif et pour nous, c'est ça qui est la garantie de notre capacité à apporter de la satisfaction sur un marché où il est souvent sacrifié. Et je pense que c'est justement ça qui nous différencie d'autres modèles qui peuvent être pour le coup des vrais modèles marketplace et qui vont plutôt se limiter à faire de la mise en relation. Donc pour venir au thème du podcast, nous si on parle de marketplace, en tout cas, on se définit comme une marketplace qui est beaucoup plus verticale que ces marketplaces-là, qui apportent davantage de services, qui font, comme tu disais, de la sélection forte sur la partie offre, la partie artisan. Et au-delà de cette sélection, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du matching. C'est-à-dire qu'on va
trouver le meilleur artisan pour le projet identifié du client. D'accord. Et comme vous les avez déjà sélectionnés, vous avez déjà un pool sélectif, donc vous faites du matching sur une base déjà sélective qui a de la valeur. Et c'est intéressant ce que tu racontes, ça fera écho à ce qu'on les auditeurs ont pu entendre sur d'autres épisodes précédents, notamment je pense à Acracy, qui est une marketplace qui s'est lancée dans le monde des experts de la communication et de la publicité, et qui justement, contrairement à des modèles Malte très ouverts, sélectionne finalement des freelances sur ces métiers-là, et ensuite permet à des clients qui ont un besoin de pouvoir faire un matching. Donc sur ce matching, donc il se fait sur la base d'une expression de besoin. Donc c'est quelque chose qui est assez mis en avant sur votre site. Donc il faut qu'il y ait un projet qui est envoyé, qui est en fait un cahier des charges. Donc là, tu peux nous expliquer un peu la mécanique là, après de ce que vous faites une fois que le client a déposé son cahier des charges. Ouais, la première étape, c'est effectivement de nous solliciter sur notre site web en remplissant un questionnaire qui correspond au type de projet qu'on est en capacité de faire, de remplir ce questionnaire avec le maximum de détails, et ça va jusqu'à laisser des photos actuelles du bien à rénover, des photos d'inspiration, des plans, et sur cette base-là, on va être en capacité de réaliser très rapidement une estimation très détaillée des travaux avant même de solliciter l'un de nos artisans partenaires. Donc, on a en fait intégré au niveau de la plateforme une expertise de chiffrage très poussée, qui est évidemment très liée aux outils qu'on a mis en place, et un outil de chiffrage qui est pour le coup notre cœur de réacteur, et puis également une expertise humaine, toujours, l'association des deux, avec des personnes qui assistent les clients au téléphone et qui ont une expertise prononcée dans le secteur de la rénovation. D'accord. Donc, ce que j'aime bien dans l'approche, c'est que c'est vraiment une démarche aussi outillée avec l'utilisation, comme tu dis, de ton cœur de réacteur, de ce traitement, alors, où il y a une part d'automatisation, bien sûr. Mais alors, après, ma question, c'est que tu peux quand même, une fois que tu as bien qualifié le besoin, etc., et que tu es dans la phase de recherche de l'artisan, mise en relation, j'imagine que, bien sûr, et plus ta communauté d'artisans va grossir, plus il y aura besoin un peu d'algorithmie, mais tu peux aussi forcer l'algorithmie. Si tu considères que tu as un projet qui va vraiment aller avec un artisan et que l'algorithme l'a pas forcément proposé, ça veut dire que l'algorithme n'est pas, n'est pas efficace. Du coup, ça, c'est aussi, tu laisses une part d'humain quand même dans cette mise en relation. Je dirais même qu'aujourd'hui, elle est prépondérante parce que on est parti beaucoup sur du matching humain, parce qu'on propose quelque chose qui est véritablement sur mesure. Au fil du temps, on a développé évidemment de l'intelligence qui va nous permettre de faire de la présélection, c'est-à-dire que pour un projet donné, on va être en capacité de dire il y a que tel ou tel artisan qui est capable de répondre, qui a les bonnes assurances pour répondre au projet. On a intégré des notions de capacité à faire et donc de taux de charge à ne pas dépasser pour un artisan. Et c'est autant d'éléments. Alors tout ça, c'est embarqué dans notre CRM au moment où se fait l'affectation, qui nous permettent d'uniformiser les choses au fur et à mesure que l'on scale. Mais je pense qu'on est encore au tout début de ce que peut faire justement l'algorithmique sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de prise en compte de paramètres qui vont nous permettre d'affiner cette présélection, sachant que au bout du bout, elle est toujours décidée par l'humain, par cet interlocuteur dédié qui vous accompagne sur votre projet. Et des considérations aussi importantes que le type de client qu'on a en face et le caractère de l'artisan qu'on connaît finement, puisqu'en fait on n'en a pas beaucoup, donc l'avantage c'est qu'on les connaît bien, ça nous permet de le faire avec précision. Alors, sans revenir sur le mot marketplace, mais tu fais quand même quelque chose que marketplace effectivement fait, c'est prendre en charge une forme de complexité qui est pas toujours bien prise en charge ou qui est pas au cœur du métier de l'artisan, parce qu'effectivement l'artisan
il fait fait ses devis, mais souvent, c'est parfois ça, en famille qu'il le fait. Mais Absolument. il a une forme une ôte finalement, un pain point, une douleur, et qui lui permet de se recentrer sur sa valeur ajoutée. Donc ça, c'est très intéressant. Alors dans les marketplaces, qu'on observe beaucoup, et c'est une bonne pratique, beaucoup de gens qui lancent des marketplaces, finalement, ils veulent faire de la mise en relation, mais il faut qu'elle se fasse autour d'une offre, enfin autour d'un catalogue, Donc vous avez plusieurs entrées, vous avez effectivement sur le site les expertises qui sont la capacité à faire un devis ou les sujets de rénovation de cuisine, salle de bain. Donc j'aime bien, c'est une liste et aussi une approche par projet. Donc ça, c'est des listes que vous avez, ça évolue, ces typologies ou comment vous l'avez créé sur la base de ce que vous avez observé, une analyse de marché. Enfin, ça m'intéresse. Ouais. C'est la liste est assez sensiblement similaire avec laquelle on est parti en juillet 2017. Elle va correspondre en fait à notre cœur de cible. Et notre cœur de cible, c'est un mélange des travaux qui sont les plus fréquents pour les gens et puis des travaux qui sont le plus complexes. Typiquement, nous, on va apporter une valeur ajoutée importante dès qu'on a du multicorps d'état. Si vous voulez faire 100% de peinture, c'est pas forcément par nous qu'il faut passer. En revanche, pour faire une salle de bain ou une cuisine où il y a une association de corps d'état important, et ben là, notre valeur prend tout son sens. Et évidemment, c'est le cas sur les rénovations d'appartements, sur les rénovations de maisons qui sont du multi-pièces et avec des pièces complexes. Et puis c'est le cas aussi à l'autre bout de la chaîne de rénovation avec des travaux de structure comme des extensions ou des surélévations. Donc le point d'entrée, notre cœur de cible, c'est vraiment ça, c'est un mix. Les travaux les plus fréquents, les gens, ce qu'ils refont, c'est les pièces d'usure, donc les salles de bain, les cuisines. Ils refont souvent la chambre parentale pour ajouter un dressing. C'est évidemment des rénovations complètes d'appartements et de maisons, et en particulier au moment où vous faites votre premier achat immobilier. Et puis, c'est des extensions, des surélévations au moment où vous voulez gagner de l'espace. Donc ça, c'est notre cœur de cible et cette liste-là, elle n'a pas bougé depuis le départ. Et elle a vocation à évoluer, c'est clair, parce que au fur et à mesure qu'on avance, même si on conserve notre cœur de cible, on va se développer de plus en plus sur des spécialités fortes. Par exemple, depuis un an et en particulier accéléré par cette crise du Covid, ce besoin de plan de relance important, on s'est développé de manière très forte pour monter en compétence sur le volet rénovation énergétique. Et donc, on propose de plus en plus de travaux de type rénovation énergétique avec les artisans qui sont en capacité de le faire. Et puis, il y a un champ, aujourd'hui, on est très orienté particulier. On a vocation à faire également beaucoup de choses dans le marché du B2B. Je pense à tout ce qui est petite surface, typiquement la PMS de bureau, petite et moyenne surface, faire un magasin, refaire un salon de coiffure ou un restaurant, ça sera quelque chose qui sera poussé à l'avenir. D'accord. Alors, avant de nous réintéresser, de faire un petit focus, même si on a dit quelques mots sur les artisans, en conclusion de cette première partie, là, le modèle économique, alors, parce que donc j'ai vu aussi que vous proposiez la possibilité, c'est la partie de la sécurisation du projet, de consigner, de séquestrer les fonds, le paiement, en fait, finalement, des travaux sur votre plateforme, et puis de débloquer après. Donc, votre modèle économique, c'est une rémunération là-dessus, Alors le modèle économique, c'est à la fois une commission que l'on prend sur le montant total des travaux auprès de nos artisans partenaires et qui sont en échange à la fois de l'apport d'affaires, puisqu'on va chercher les affaires sur un plan marketing, et également en échange de tout le travail qu'on va faire pour eux, notamment les décharger de tout le volet chiffrage, qui est généralement leur problème principal, les aider à transformer commercialement les affaires, et puis les aider également à résoudre les problèmes quand les problèmes se posent. Et il y a souvent beaucoup de problèmes qui sont juste des problèmes de communication. Et nous, évidemment, on est capable de les résoudre parfois mieux qu'eux. Et puis, on prend également des frais au niveau des clients. Alors, on est sur un processus qui est complètement gratuit jusqu'à ce que un devis soit signé sur notre plateforme. Donc, le fait de mobiliser un de nos experts travaux, le fait de présenter un artisan au client, d'établir un devis, tout ça est gratuit.
En revanche, à partir du moment où vous signez le devis sur la plateforme, il y a des frais qui sont intégrés à la prestation, qui sont les frais de la plateforme Renovation Man et qui vont correspondre à tout ce qu'on met en place dès la signature du devis. Tu citais la partie paiement. On va sécuriser les paiements sur un compte séquestre. Ben, ça a un coût et on l'intègre dans ses frais clients. On a une assurance qui est associée de protection juridique qui est associée aux travaux. C'est un coût également. Et puis, de plus en plus, on est en capacité de résoudre les problèmes qui se posent. On essaye évidemment de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. On est sur un marché où, bien sûr, il y en a qui arrivent et là-dessus, on a développé pas mal de réponses pour les adresser avec notamment un service suivi chantier et qualité qui va être en capacité d'intervenir en cas de problème. C'est très clair. Alors, sur les artisans, tu disais qu'effectivement, c'est vraiment votre logique, vous êtes sélectif, donc c'est pas, vous privilégiez la qualité sur la quantité. Vous les trouvez comment? Non, c'est la question essentielle parce que 600 000 artisans, je crois que c'est un marché où il y a un nombre d'entreprises qui meurent tous les jours et d'entreprises qui se créent tous les jours qui est absolument énorme. C'est extrêmement difficile de les choisir parce que comme c'est très fragmenté, vous avez finalement peu de boîtes qui ont plusieurs avis sur Internet. Donc trouver son bon artisan, c'est comme trouver une aiguille dans une meule de foin. Et c'est pour ça qu'on est là, justement. Et c'est pour ça qu'on s'est dit dès le départ que la bonne manière de faire, c'était d'être sur le terrain, en local, pour les identifier. Et en fait, on reproduit un métier qui est pas très développé, mais qui existe en France et qui est le métier du courtier en travaux et qui va assembler autour de lui un pool d'entreprises, d'artisans et de partenaires, parce qu'il y a aussi des architectes, il y a aussi des décorateurs d'intérieur. On est en capacité de proposer aux clients de qualité. Et donc, la première étape de la sélection, elle se fait en fait avec notre réseau local d'experts travaux qui déniche les bonnes entreprises. Et puis derrière, il faut évidemment rajouter à tout ça pas mal de filtres. On va évidemment regarder s'ils ont leurs assurances, on va évidemment regarder leur cabis, leurs années d'ancienneté, on va évidemment regarder les avis qu'ils ont sur Internet. Et pour ça, comme ça fait beaucoup de travail pour nos experts sur le terrain, eh ben on a mis en place au niveau de la plateforme un service base artisan qui va s'occuper de tout ça. D'accord, ok. Ça, c'est un point important, effectivement, le KYC ou le KYB Exactement. De tes vendeurs, enfin, de tes artisans dans ton modèle. Alors, et ça va vraiment dans le sens de la verticalisation accrue au niveau de la plateforme. On développe finalement au fil de l'eau tous ces services supplémentaires qui ont de plus en plus de valeur à la fois vis-à-vis du client et vis-à-vis des artisans partenaires. Ouais. Alors, ce que j'ai vu aussi, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais justement, vous êtes aussi dans des logiques d'implantation régionale, hein, c'est ça, locale. Tout à fait. On a démarré en plein Covid le déploiement géographique parce qu'on était beaucoup Île-de-France et puis maintenant donc c'est pour ça on développe ailleurs. Tu disais effectivement que tu étais au plus près sur le terrain du coup d'entreprises et de partenaires locaux. Alors, moi, il y a quelque chose que je trouve, est-ce que c'est aussi dans le modèle économique des choses auxquelles vous songez, mais je vois quand même finalement que tu dotes tes artisans presque d'un petit système d'information pour gérer, pas leurs clients, mais gérer leurs devis, etc., tout ça. Est-ce que ça, c'est des éléments sur lesquels vous voulez aller, être finalement le système d'information de l'artisan qui fait des travaux en France, qui utilise votre outil En tout cas, on va sur le terrain de les décharger au maximum de choses sur lesquelles ils sont pas forcément efficaces, de manière à ce qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire les travaux, leur savoir-faire. Et donc, à chaque fois qu'on peut leur faire gagner du temps sur quelque chose d'autre, on va le faire. C'est pas forcément quelque chose qu'on va les laisser faire sur nos outils. Je prends l'exemple du chiffrage, c'est un bon exemple. On aurait pu prendre une voie différente et les laisser chiffrer par exemple sur notre outil de chiffrage. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est nous qui avons la main sur l'outil de chiffrage. On le fait pour eux parce que en fait, on sait qu'on le fait de manière plus systématique, plus précise, plus homogène qu'eux. Et derrière, on va les laisser faire le dernier mile, le dernier kilomètre sur le chiffrage. Donc,
vont être en capacité de modifier un prix, de nous faire un certain nombre de retours. Mais pour l'instant, c'est nous qui gardons la main. Sur le volet, sur leur deuxième pain point majeur identifié, la problématique de la facturation et des paiements, on est plutôt là pour faire les choses à leur place. Et alors, effectivement, ils vont avoir un outil. Ils ont un espace artisan sur lequel ils peuvent se connecter, sur lequel ils vont voir les projets qu'on leur propose avec tous les détails associés. Mais finalement, pour l'instant, ils n'ont pas tant de choses à y faire que ça. Et c'est pareil sur le suivi de chantier. Sur le suivi de chantier, on est passé par un système tout simple, c'est qu'on a mis en place des conversations WhatsApp, qui est finalement le meilleur système pour être sûr que l'artisan va utiliser l'outil plutôt que de développer un outil propriétaire et avoir un taux d'adoption en rade. C'est aussi une brique de transformation digitale WhatsApp. Je discutais récemment avec pour l'anecdote, un grossiste, des plus gros grossistes de Rungis, qui s'était encore faiblement digitalisé, mais le seul élément digital qu'il utilisait, c'était WhatsApp. Parfois passer des commandes de 400, 500 000 euros avec des commerciaux. Donc c'est intéressant. Il y a de plus en plus de possibilités de plugger son API sur WhatsApp pour faire un certain nombre de choses. Donc le fait que l'outil soit sur les téléphones de tout le monde, et en l'occurrence également de nos artisans, c'est un avantage clé, parce qu'on a toujours tous envie de faire son outil interne, son outil conversationnel. Là, pour le coup, je pense que vraiment WhatsApp fait une réponse assez idéale sur notre marché. Alors, écoute, très intéressant pour les artisans. Donc, sur les clients, les acheteurs, alors est-ce que vous avez finalement, alors tu as dit que c'était le profil des clients, il est lié aussi alors à votre catalogue, au sujet que vous proposez, des extensions, des choses comme ça. Mais est-ce que vous avez un profil de client type qui se dévoile là? Il y a plein de clients différents. Ici, il y a quand même des clients types. On peut dire que on a au global, on a une population assez jeune. Il y a beaucoup typiquement de célibataires qui font des travaux, qui vont avoir moins de 35 ans. Il y a énormément de couples primo-accédants qui achètent un appartement ou une maison et qui font des travaux qui sont plutôt dans la tranche 30-40 ans, qui aiment bien ce genre de service avec de l'humain et puis du digital embarqué. Et puis on a et ça on va dire c'est un peu nos deux grands types de clients. Et puis on a également des gens qui sont propriétaires depuis plusieurs années, plutôt familles installées qui déménagent pour agrandir ou pour typiquement trouver une maison un peu plus loin que l'intramuros, ou des gens qui sont propriétaires depuis 15-20 ans, qui commencent à avoir pas mal de pièces dans l'appartement ou leur maison qui ont besoin de travaux et qui vont avoir entre 45 et 60 ans. Voilà, c'est ça nos trois grands types de clients. Et j'imagine que, pour le recrutement des clients, comme c'est dans la vie de gens qui ont fait des travaux, quand ils ont été contents des travaux, j'imagine que le bouche à oreille, c'est très important. C'est très important. C'est la manière dont ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que sans plateforme comme la nôtre, pour trouver les artisans, les gens aujourd'hui, ils utilisent essentiellement le bouche à oreille familial de proches. Donc nous, on veut évidemment miser là-dessus pour d'une part apporter une satisfaction hors norme, et puis pour faire en sorte que cette satisfaction leur donne envie de recommander la marque Renovation Man à leurs amis. Donc c'est vraiment une composante assez essentielle dans notre modèle sur un marché où on fait pas des travaux tous les 2 mois. Il y a quand même pas mal de récurrence. On s'aperçoit que les gens saucissonnent leurs dépenses de travaux et vont faire des travaux à un instant T, et puis sur une autre pièce des travaux à 6 mois ou un an plus tard, et vont repasser par vous. Mais ce sur quoi on mise le plus, c'est un bouche à oreille très important sur la plateforme auprès de leurs proches. Et alors j'imagine vous avez déjà
des clients avec lesquels vous avez déjà fait plusieurs chantiers. Oui, absolument. Ouais, parce que ça, c'est aussi le signe que la proposition de valeur est bien exécutée, quoi. Absolument. Non, mais c'est hyper important. On a déjà le tiers de nos signatures mensuelles qui sont soit des clients repeat, soit des clients qui viennent du bouche à oreille. Et pour les clients repeat, bah, effectivement, on en a un certain nombre qui ont déjà fait là sur 4 ans et qui reviennent nous voir pour la troisième fois parce qu'ils ont découpé leurs travaux. On a aussi un type de client dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui est quand même important. C'est celui qui veut faire des travaux dans un investissement locatif. Et lui, pour le coup, quand il a trouvé la bonne solution travaux et qui fait plusieurs investissements locatifs, il va avoir tendance à passer par la même plateforme. Donc, on a quelques clients qui sont même passés plus que 3 fois par Renovation Man pour faire leurs travaux sur des investissements locatifs. Alors du coup, ça fera rêver beaucoup de nos auditeurs parce que ça te permet effectivement là d'avoir des coûts d'acquisition client. Alors même si bon, enfin, vous avez dans votre process de l'humain aussi, hein, puisqu'il y a de l'expertise qui est apportée au client dans les premières étapes, enfin, et même le reste de sa vie avec Renovation Man. Mais en termes de coûts d'acquisition client, effectivement, le bouche à oreille, c'est une technique C'est le Graal. Le Graal, c'est le Saint Graal. Voilà, Ouais. mais alors, c'est vrai que vous êtes par nature, c'est drôle parce que enfin, ne vous connaissant pas encore, mais quand j'ai fait des travaux, effectivement, le premier truc qu'on fait, c'est demander, comme on n'y connaît tellement rien, c'est à des gens de sa famille, son entourage, des noms d'entrepreneurs avec lesquels ils ont eu une belle expérience, quoi. Donc vous l'avez finalement plateformisé. Plateformisé, on est encore au milieu du gué, hein, parce que l'aventure démarre. Et puisqu'on parle de coût d'acquisition client, nous par nature, et parce qu'on va cibler des profils de qualité et qu'on est sur des process longs, hein, on va faire à la fois une sélection assez forte sur les clients, les projets à potentiel avant de les présenter à nos artisans. On va être sur des coûts d'actes qui sont pas négligeables, mais qui sont associés d'abord à des paniers moyens qui sont très élevés parce qu'on est sur des travaux très élevés en moyenne, et puis qui ont évidemment vocation à diminuer et qui diminuent fortement justement du fait de ce bouche à oreille. Et il y a un deuxième élément très très fort qu'il faut prendre en compte parce qu'on est sur un marché où il y a énormément de ponts et de passerelles avec d'autres secteurs d'activité. On a parlé de l'achat immobilier, c'est assez net que quand on achète, on a souvent envie de faire des travaux. Il y a plein d'autres secteurs. Il y a le secteur de l'assurance, il y a le secteur de la banque, quand on fait des crédits travaux, des crédits immobiliers, évidemment tout ce qui est matériel d'ameublement de la maison. Et donc, on est sur un marché où il y a énormément de clients à aller chercher via des partenariats. Et là encore, il n'y a que en visant une satisfaction très élevée qu'on va être capable de nouer ces partenariats d'ampleur qui sont souvent des partenariats avec un potentiel national. Et d'ailleurs, on en a déjà quelques-uns très intéressants. Ouais, alors c'était un peu, comme on arrive au terme, on aura encore plein de choses à dire, mais on te réinterviewera, si tu es d'accord, dans 6 mois, parce que c'est l'exercice qu'on aime bien faire. En tous les cas, c'est vrai que je pense que faudra construire déjà, enfin, exécuter sa promesse, c'est déjà très, très difficile et c'est super ce que vous avez déjà fait. Après, il y a un boulevard, il y a beaucoup de stratégies de partenariat à les trouver, notamment, effectivement, j'ai parlé un peu tout à l'heure. Alors, vous avez mis en partenariat déjà, un partenariat avec un assureur. Effectivement, sur le financement, il y a énormément de choses à faire. Tu parlais aussi tout à l'heure de rénovation énergétique. Qui dit rénovation énergétique dit aussi financement et des certificats d'économie d'énergie. Donc, il y a plein de choses à faire. C'est quoi donc vos enjeux là sur vos grands chantiers, je vais dire là sur l'année qui vient, enfin qui reste parce qu'elle a déjà commencé. On est en plein déploiement, hein, comme tu l'avais remarqué. Là, on commence vraiment à sortir de l'Île-de-France et à s'implanter en province. On a ouvert Marseille, on a ouvert Bordeaux, on a ouvert Toulouse, Nantes, Rouen. Donc, il y a vraiment beaucoup de nouvelles villes. Ça, c'est notre gros challenge actuel. Il y a un challenge permanent qui est celui de l'optimisation de nos outils et de nos process.
de l'automatisation de ce qui peut être automatisé pour justement améliorer notre rentabilité. Et puis il y a un grand chantier qu'on a lancé en début d'année, qui est un chantier lié aux fournitures, parce que qui dit projet de rénovation dit beaucoup de fournitures associées au projet, sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Donc on a des idées de personal shopper, donc de services supplémentaires qu'on va être capable de proposer à nos clients pour les aider à définir, à structurer leur liste de courses. Et puis, on a aussi de grandes ambitions en termes de digitalisation des parcours pour faire en sorte que les clients soient impliqués le plus en amont possible dans ce processus de définition des fournitures, évidemment avec des idées comme des mood boards, des offres packagées où on a déjà prédéfini pour eux un certain nombre de choix de fournitures tout en leur laissant du choix. Et ça, c'est vraiment une direction dans laquelle on veut pousser, notamment dans le cadre de notre développement produit. Bah, écoute, super. Alors, peut-être sur les mood boards, un partenariat avec Pinterest. On l'a fait récemment chez Shopify. Écoute, merci beaucoup, Jérôme, de cette interview. On en refera une dans quelques mois parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Il y a beaucoup de questions encore que j'aimerais te poser. Donc, vous retrouvez cet épisode comme d'habitude sur Apple Podcast, Deezer, SoundCloud et Spotify, et pas Shopify, mais Spotify, et puis sur le site marjorie.co. Merci beaucoup, Jérôme, CEO et fondateur de Renovation Man, et bon courage, et puis allez sur Renovation Man et poursuivre l'aventure. Merci. Merci beaucoup, Alexandre.